Le sport influence le monde. On veut promouvoir quoi? Un modèle de société où on vend du transport aérien, du SUV, de la bouteille plastique, ou un modèle plus éco-responsable. Il y a un devoir d'exemplarité et à minima, un devoir de ne pas devenir le symbole d'un modèle qui n'est pas viable environnementalement parlant. Je m'appelle Maël Besson et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur les questions de sport et environnement. J'ai eu naturellement plusieurs tilts en fait dans ma carrière sur ces enjeux-là. Au début, c'est plutôt de voir des déchets dans la nature dans laquelle je vais pratiquer et pour lequel j'ai une émotion assez forte. La COP 15 a été un tilt aussi sur la dimension assez écosystémique et mondiale des enjeux et que en fait, ça ne sera pas juste par des actes locaux et des gestes éco-responsables qu'on va pouvoir y arriver et que ça sera bien un ensemble. Puis ensuite, plusieurs autres tilts sur ma propre pratique où assez naturellement, j'ai arrêté de prendre l'avion ou réduit ma consommation de viande et continuer à ma pratique de la manière la plus éco-responsable, le plus locale possible, le plus de saison possible. Les liens entre sport et climat ont mis du temps à émerger tout simplement parce que c'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'on pense assez vite à l'avion, on pense assez vite à l'alimentation, à la voiture et pas finalement spécifiquement au sport. Ça dépend de quoi on parle en termes de sport. Le sport, c'est à la fois du textile, c'est à la fois du transport pour aller sur son site de pratique, sur son site d'événement, c'est à la fois de l'alimentation, c'est à la fois des matériels sportifs, c'est à la fois des équipements, des salles de gymnase, des piscines avec de la consommation d'eau, d'énergie. C'est à la fois des sentiers de rando, des sites naturels qu'on parcourt. Donc en fait, souvent les bilans carbone ou les impacts de nos vies, de notre société sur le climat, ils sont catégorisés par ces grands pôles d'émissions. Et le sport se retrouve un petit peu dans tous ces pôles-là. Encore une fois, ça dépend du type d'activité, hein. C'est un fabricant de matériel sportif, évidemment, n'a pas le même profil d'impact qu'un pratiquant ou un sportif de haut niveau qui va faire le tour de la planète pour faire le circuit professionnel qui lui est imposé. Donc, de manière générale, quand même, dans la pratique sportive, que ça soit événementiel ou individuel, la part du transport est la plus grosse part d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que sur un événement sportif, par exemple, on est entre 80 et 90% du bilan carbone de cet événement-là est dû au transport et en grande partie au transport aérien. Sur un pratiquant de montagne, la moyenne de kilomètres parcourus pour aller pratiquer est assez élevée. Et donc pareil, on se retrouve avec le transport qui a un gros impact. Sur un fabricant de matériel sportif, évidemment, le transport est une part, mais l'extraction des matières premières, la transformation, l'énergie qu'il faut, est aussi un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, on pense à la montée des températures. Les émissions de gaz à effet de serre provoquent un réchauffement planétaire. La montée de la température globale fait qu'on a des montées de température moyenne en France. Et pour un scénario qui est le scénario du GIEC à 1,5, 2 degrés de réchauffement mondial, on sait par exemple qu'en France, on aura à peu près 24 jours supplémentaires par an où on va dépasser les températures de 32 degrés et pour lequel on déconseille la pratique sportive. Donc on voit bien que plus on a une planète qui se réchauffe, plus on aura des conditions dans lesquelles on va avoir du mal à pratiquer. Et ces montées de température, on les a aussi sur les pelouses engazonnées, les pelouses sportives. Et en général, les vagues de chaleur s'accompagnent de moments de sécheresse. On l'a vu cet été. On va avoir une problématique d'entretien de ces 42 000 stades qu'on a en France. La modification du trait de côte et la hausse du niveau de la mer fait qu'on va avoir un monde à plus de degrés, entre à peu près un club sur 7 de voile qui aura tout simplement les pieds dans l'eau et qu'il va falloir relocaliser. Évidemment, il y a l'impact sur le taux d'enneigement. On a d'autres conséquences auxquelles on pense moins, mais les phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire les tempêtes, les grosses inondations et tout ça, font qu'il y a de plus en plus d'annulations d'événements sportifs et qu'en plus, on a de moins en moins d'assureurs
qui vont vouloir assurer ces événements. Mais on pourrait aussi citer comme conséquence la raréfaction de l'eau qui rend compliqué les sports d'eau vive. Le sport pro se retrouve dans la même problématique tout en chacun, c'est-à-dire comment on modifie nos habitudes, nos comportements, nos modes de vie pour pouvoir les rendre compatibles avec les enjeux environnementaux et notamment climatiques. Quand on parle des règlements climatiques, il y a des limites pour lesquelles on arrive à s'adapter et auxquelles on peut réduire des émissions de gaz à effet de serre qui vont passer par simplement des solutions techniques, c'est-à-dire prendre le vélo pour certains trajets plutôt que la voiture, avoir une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique. Et puis il y en a d'autres qu'on appelle des limites dures, où il y a une incompatibilité complète entre le mode de vie et les limites planétaires. On veut des compétitions sportives où on fait rencontrer des athlètes qui viennent du monde entier, et on est plutôt dans une tendance à vouloir les faire rencontrer le plus souvent possible, avec le plus grand nombre de publics possible qui rencontrent les peuples. Sauf qu'en fait, ça, c'est incompatible. Et il va falloir changer cette idée et abandonner en tout cas ce modèle-là. Et ça, c'est très compliqué. Les grands athlètes sont dans la même problématique que nous tous. C'est juste que les athlètes sont dans une surexposition médiatique, en tout cas une attente d'exemplarité de la part du grand public qui est très très forte et qui pour le moment, quand ils ont ces comportements-là, les rendent plutôt symbole d'une injustice sociale face au dérèglement climatique, où on aurait des sportifs ou des disciplines qui auraient le droit de polluer ou le droit de consommer des ressources, là où le citoyen lambda n'a pas forcément soit le droit, soit la capacité. Il y a beaucoup de sportifs qui ont une prise de conscience sur ces enjeux-là. Des footballeurs, je n'aurais pas d'exemple à donner, mais on a Nicolas Karabatic qui clairement prend des positions très fortes, qui affirme qu'il faut réduire le nombre de rencontres sportives pour pouvoir réduire notre bilan carbone et puis même la santé des sportifs. Donc on a des prises de position et des prises de conscience sur le sujet. Souvent on pointe le sportif qui est effectivement l'élément central du spectacle sportif, mais il est dans un système. Et c'est bien la complexité qu'on a sur les enjeux environnementaux, on est obligé de faire évoluer l'ensemble du système. Un sportif, il répond à des exigences d'un club, à un modèle de financement, où il y a des sponsors qui financent les rencontres sportives, la rediffusion, il est contraint par le calendrier des fédérations internationales. Pour moi, il faut pointer du doigt et remettre en question le modèle et interpeller l'ensemble des acteurs qui construisent le spectacle sportif. Le sport influence le monde. Un sportif qui consomme une bouteille en plastique, son impact environnemental, il n'est pas d'une bouteille en plastique. Il est de X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation. C'est bien pour ça qu'il y a autant de sponsoring. C'est parce que ça influence nos comportements. Donc il y a un vrai choix de ceux qui construisent le spectacle sportif. On veut promouvoir quoi? Un modèle de société où on vend du transport aérien, du SUV, de la bouteille plastique, ou un modèle plus éco-responsable. Il y a un devoir d'exemplarité et à minima un devoir de ne pas devenir le symbole d'un modèle qui n'est pas viable environnementalement parlant. Et là, encore une fois, on n'est pas dans de l'idéologie, on est simplement dans des limites physiques, mathématiques. Ça ne rentre pas, on peut le prendre dans tous les sens. On ne peut pas continuer à prendre autant l'avion tout en respectant le climat. Enfin, ça ne rentre pas. C'est des outils d'influence énormes, la FIFA, le CIO, et d'ailleurs des moyens financiers assez considérables. C'est difficile d'avoir un État suffisamment fort pour pouvoir réguler ou des instances, mais il en faudrait, et il faudrait qu'ils s'autorégulent aussi. Ils ont une part de responsabilité très très forte à mon avis sur ces enjeux-là. Sur la Coupe du Monde du Qatar, on critique les organisateurs, mais c'est bien la FIFA qui a attribué à ce pays-là l'organisation de la Coupe du Monde, en connaissance de cause. Sur les Jeux d'hiver en Asie, c'est le comité olympique d'Asie qui a attribué l'organisation à ce pays, à l'Arabie Saoudite. C'est eux qui ont eu la responsabilité de dire on confie à un pays qui n'a pas de neige, qui n'a pas les conditions. Et ça a été rendu possible parce que le CIO a tout simplement enlevé les conditions d'un taux d'enneigement suffisant pour qu'un pays puisse candidater à l'accueil d'un événement d'hiver.
La question du sponsoring est assez délicate parce qu'en fait, c'est un échange de valeurs. Les sponsors viennent chercher et s'adosser à des valeurs du sport, à une image plutôt positive du sport. C'est plutôt des sponsors qui ont besoin de cette image-là. C'est rarement des sponsors qui sont déjà complètement exemplaires, qui vont venir sponsoriser des événements et chercher à s'adosser avec des valeurs du sport. La question elle reste ouverte de qu'est-ce que serait le sponsoring responsable. C'est quelque chose qui est un peu contradictoire, mais qui reste à inventer. Pour moi, le sport a une énorme utilité sociétale. C'est-à-dire qu'il apporte énormément de choses, des émotions, du lien social, de la cohésion et tout ça, et on en a profondément besoin. Et il n'y a pas d'ailleurs une civilisation qui n'a pas eu ces grands rassemblements. Il ne faut surtout pas que par obligation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou notre consommation d'eau et tout ça, qu'on dépriorise le sport, parce que c'est à ces moments de crise où on a le plus besoin de ces moments de cohésion. Le tilt qu'il faut arriver à faire, c'est de changer de modèle. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette effervescence, on a besoin de cette émotion, mais finalement, nos besoins sont beaucoup moins nombreux que la manière d'y répondre. Il faut accepter d'imaginer que des jeux d'hiver, ça sera peut-être des jeux de montagne. Le ski, peut-être que ça sera maintenant du VTT de descente. Est-ce que le spectacle sportif ne sera pas là? Est-ce que l'émotion ne sera pas là? Est-ce que les sensations ne seront pas là? Est-ce que l'essentiel de ce qu'on va chercher ne sera pas là? Je ne suis pas sûr. Il faut juste s'autoriser à se dire ça ne ressemblera pas à ce qu'on connaissait. Par contre, inventons la suite parce qu'on a profondément besoin de tous les bénéfices que le sport apporte. Pour moi, il faut regarder 4 choses. Évidemment, l'impact du sport sur l'environnement et voir comment on peut le réduire et d'ailleurs comment on peut aussi avoir des impacts positifs parce que le sport peut être aussi source de solutions en termes de mobilité. Certains équipements peuvent être des puits de biodiversité et tout ça. 2, l'influence du sport sur nos modes de vie, nos modes de consommation et voir comment on réoriente le modèle de société qu'on promeut à travers le spectacle sportif et la publicité. 3, les conséquences du dérèglement climatique sur le sport. Et puis 4, comment le sport s'adapte aussi aux évolutions sociétales. C'est-à-dire qu'il y a une inacceptabilité, en tout cas l'acceptabilité des citoyens à ce que le sport consomme certaines ressources qui sont sous tension, comme l'eau ou émettent des pollutions. Et puis il y a des évolutions aussi en termes de réglementation. Il y a la loi Labbé sur la restriction d'utilisation des produits phytosanitaires qui clairement interroge la manière qu'on a d'entretenir les terrains engazonnés. Et puis il y a des réglementations qui vont arriver. Quand on prend les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, c'est pour moi un indice des prochaines réglementations, des réglementations futures qu'on va avoir. Et il y en a une qui est très intéressante et qui rejoint la question des sponsors. C'est l'interdiction des publicités pour des produits néfastes pour l'environnement. Le sponsoring et de la publicité. Qu'est-ce que ça veut dire sur le modèle du sport? Une interdiction de sponsors, de produits pétroliers, de transporteurs aériens, de SUV. Donc en fait, quand on réfléchit à cette question de le sport peut ressembler à quoi, il faut avoir en tête l'ensemble de ces 4 dimensions pour éviter la maladaptation, parce que sinon, si on s'adapte à un dérèglement climatique, à des fortes températures en mettant la clim, c'est de la maladaptation parce qu'on augmente le dérèglement climatique. C'est vraiment en ayant cette vision globale qu'on doit réfléchir et inventer le sport au regard des limites planétaires. De faire plus local et de saison est une piste de solution. Il y a un chiffre qui est très intéressant du Shift Project qui montre, alors dans un festival culturel, un gros festival de 300 000 personnes, a montré que si on réduisait la jauge, c'est-à-dire le nombre de personnes qui venaient à l'événement, si on la divisait par 10, on avait une réduction du bilan carbone entre 20 et 30. Parce que, tout simplement, faire venir moins de monde, on a besoin de faire venir de moins loin. Tout simplement en réduisant la jauge et en faisant des événements plus à dimension humaine, en fait, on réduit le bilan carbone de manière assez conséquente. Donc oui, c'est une solution. Et on peut inventer d'autres modèles. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que des grands événements sportifs, au lieu de vivre cette effervescence, tous dans le même pays, on aurait très bien pu imaginer que sur des Jeux Olympiques, on ait des fan zones dans chaque ville du monde
où en fait chacun vient vivre l'événement dans une rue, dans un endroit, dans une fan zone, où tout est aux couleurs de l'événement hôte. On peut même imaginer qu'il y ait des pôles à faire, qu'il y ait des boulangeries, qu'il y ait toute une promotion de la ville hôte, mais que chacun puisse vivre cette effervescence depuis son pays, de sa capitale ou de sa ville, et du coup être sur un événement planétaire en réduisant le transport aérien.